Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 29 janvier 2023. Demain, lundi, ce sera le 8e jour de détention pour le coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, le 23 janvier dernier. En effet, le doyen du juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le plaçait sous mandat de dépôt au camp pénal de Kolo pour une supposée complicité d'incendie au niveau du site d'orpaillage traditionnel donc de Tamou. Vous le savez, cette situation de Tamou relève donc depuis quelque temps, occupe plutôt depuis quelque temps le devant de l'actualité. En effet, selon les autorités, un refuge de terroristes a été localisé après une attaque, a été donc localisé sur ce site d'orpaillage et il a été bombardé. Depuis, les autorités estiment qu'il y a eu donc un tir chirurgical alors que beaucoup d'acteurs de la société civile estiment qu'il y a eu bavure et c'est dans ce contexte donc, que le mouvement M62 dirigé par Abdoulaye Seydou a rendu des déclarations pour estimer qu'il s'agissait bel et bien de bavure et que le nombre de personnes victimes de ce tir de l'aviation nigérienne est largement au-delà de ce nombre annoncé par le gouvernement. Abdoulaye Seydou est donc placé sous mandat de dépôt depuis le 23 janvier dernier. Il est au niveau du camp pénal de Kolo ce matin. Sa défense a plutôt animé un point de presse pour davantage éclairer les populations sur la situation de leurs clients. Un dossier et une procédure judiciaire, selon eux, inédite, arbitraire et très inquiétante pour la justice nigérienne. Je vous propose de suivre un de ses avocats, en l'occurrence Maître Boudal et Fred Mouloul, avant de retrouver l'intégralité de leur intervention. Ils sont au nombre de 4 à la fin de ce journal. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que notre justice, que nous soyons tous insultés, les acteurs judiciaires, du fait du comportement de certaines personnes. Nous devrons assumer notre choix de métier. Nous allons assumer notre responsabilité avec tous les risques que cela croit. Et c'est aussi ça l'avocat. C'est pour cela que nous avons décidé de tenir ce point de presse pour cette conférence pour vous faire croire que, plaise à Dieu, le cas d'Abdoulaye Seydou sera le dernier cas de détention arbitraire dans notre pays. Parce que nous avons diagnostiqué le problème, nous avons compris les auteurs, nous avons la solution. Ce qui empêchera qu'il soit le dernier cas de détention, c'est lorsque nous-mêmes, peut-être, nous ne pouvons plus agir et que ça ne vous surprenne pas. Parce que c'est tout ce qui reste dans ces pays que nous-mêmes, on nous prend, on nous met dans une cellule. C'est tout ce qui reste pour remplir les tableaux sombres de violation des droits de l'homme. Et parlant des circonstances les plus graves, vous voyez que le président de la République, premier magistrat du pays, est sorti tenir un discours qui quand même a rassuré l'opinion en disant que j'ai instruit, bien que le terme choisi a fait l'objet d'autres interprétations et qu'il ne devait pas être utilisé. Mais la substance, le fait de demander à la justice de faire des diligences, c'est des dossiers de corruption, de détournement de deniers publics. Nous, on ne savait pas qu'entre-temps, la diligence que nous allons constater, c'est sur notre client. Au moment où nous, on a pressé cette zone pour dire que voilà, ça va bouger, bravo aux autorités. En ce moment, on trouve que voilà les cas, la diligence, nous, on n'avait pas compris que la seule diligence que nous attendait le 23, c'était de voir M. Abdoulaye Seydou détenu pour crime d'incendie. Rassurez-vous, un acteur de la société civile, on va dire, c'est lui qui est parti à Tamou même. Nous ne savons pas. Donc, à qui profite toute cette situation? Est-ce que ça rend service même aux autorités? Même en termes de communication, même en termes de bilan? Je pense que quand même, la justice, nous, à un moment donné, on a l'espoir de ce pays. On a senti qu'il y a de plus en plus, quand même, ça bouge, il y a une certaine volonté, on les pensait. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec ce que nous avons constaté, nous sommes obligés, en tant que rempart, en tant qu'avocat, vraiment de nous lever, parce que nous avons atteint le summum des cas les plus graves qu'on peut attendre dans une institution judiciaire. Voilà l'intégralité donc de l'intervention des avocats du coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, à suivre en intégralité donc à la fin de ce journal. Les ressortissants des
canton de Goroual et de Bankilare, c'est dans la région de Tillabéri, ont rendu public cet après-midi à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou de Niamey une déclaration sur la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour dans cette partie de notre pays depuis quelque temps. Une déclaration pour donc interpeller les autorités à prendre les dispositions pour ramener la sécurité dans cette zone. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par un des ressortissants de ces deux cantons. Il s'appelle Abbas Idrissa. Depuis que les terroristes sont menacés du côté du Burkina et du Mali, ils se sont repliés sur les communes du Goroual et de Bankilare. Aujourd'hui, toute la partie nigérienne de la zone de 3 frontières est sous contrôle terroriste, à savoir le département de Bankilare, le département de Terra et plus précisément les communes rurales de Bankilare, Djagourou, Goroual, Kokorou et Mehena. Au vu de cette situation d'insécurité grandissante reconnue au niveau national et international, on aurait pu s'attendre à la mise en place d'un dispositif sécuritaire particulier. Mais malheureusement, au regard de ce qui se passe, nous nous sentons abandonnés par l'État du Niger et nous sommes aujourd'hui en présence de ce qui s'apparente à un génocide et à un crime contre l'humanité. Voilà, nous reviendrons sur cette déclaration avec beaucoup plus de détails dans nos éditions de demain. L'autre fait de l'actualité aujourd'hui dans notre pays, c'est la qualification hier de l'équipe nationale de football, le MENA A', composé donc des joueurs locaux dans la catégorie qui les concerne, le CHAN, qui se joue donc en Algérie. C'est la qualification donc de l'équipe nationale. Donc en demi-finale de cette compétition, c'était hier alors que le MENA battait le Ghana 2-0. Je propose de suivre les réactions face à cette qualification dans ce reportage de Ismaël Moumouni. Équipe exceptionnelle. Après avoir éliminé les lions indomptables du Cameroun en phase de groupe, le MENA A' a accompli un nouvel exploit en s'offrant les Black Stars du Ghana par un score de 2-0 en quart de finale. Le premier but est intervenu à la 11e minute à la suite d'une tête d'Imran Seni, détournée par le joueur ghanéen Konadou Yendom, et le second a été marqué par Boubacar Haynikoy par une belle enrôlée à la 49e minute. Les poulains de Haroun Ndoula se sont donnés à fond pour arracher cette qualification en demi-finale au grand bonheur des supporters. À chaque match, l'équipe devient de plus en plus performante, une satisfaction pour le sélectionneur qui se confie à la presse juste après le match. À ce niveau, je pense qu'on ne peut que ressentir de la satisfaction, de la joie pour ce que ces jeunes ont été capables de présenter. Et surtout, là où ils ont pu et su placer le Niger aujourd'hui. Je pense qu'au démarrage de cette compétition, les gens se posaient des questions, et même dans cette salle, sur le Niger. Quel objectif, quelle ambition? Je pense que, en tout cas dans ce domaine, ces jeunes sont en train de, je ne veux même pas dire écrire, mais de faire leur histoire. C'est la première fois qu'une équipe du Niger, dans une compétition d'envergure, se positionne en demi-finale. Bien sûr qu'on va jouer, on va jouer dans quelques jours. Je ne peux que tirer de la satisfaction et de la joie. Pour eux d'abord, mais aussi personnellement et pour mon encadrement. Et enfin pour mon pays, pour tous les Nigériens. Je pense qu'ils doivent être fiers de cette équipe qui est en train d'écrire le nom du Niger sur, comment on dit, les pages de l'histoire. Et je leur dis félicitations et bravo pour ce qu'ils ont accompli. Un des plus grands fans du MENA, en l'occurrence le président de la République Bazoum Mohamed, en dehors de son tweet pour féliciter l'équipe, a directement appelé les joueurs pour manifester sa joie. Il faut vraiment tous les compartiments, tous d'un bout à l'autre jusqu'à la fin, la même énergie, la même volonté et puis la même réussite. Oui, Excellence, vous avez même perdu la voix, on dirait, Excellence. Ah mais oui, vraiment, j'étais très ému, c'est incroyable. On vous attend, Monsieur le Président, pour la demi-finale, Monsieur le Président. On vous attend, Monsieur le Président, pour la demi-finale, Monsieur le Président. Oui, allez à la finale. Inch'Allah.
À travers cette victoire, le MENA accède au dernier carré de la CHAN. Les poulains de Haroundoula vont affronter l'Algérie en demi-finale le mardi 31 janvier prochain. Et c'est pour la première fois que le MENA atteint ce stade. Impossible n'est pas vraiment nigérien. MENA national, une fierté nationale. Ensemble, nous serons plus forts. Allez, 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 MENA. Levez les bras, saluez MENA. Tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivra n'est que du bonus. C'est que du bonus. C'était déjà avec Voilà, la suite de ce journal, le projet Accès inclusif à l'assainissement et à la protection des communautés vulnérables dans la région de Tillabéri, porté par un consortium d'organisations non gouvernementales dont l'ONG CBM, a donc initié ce matin une séance de sensibilisation à l'intention des responsables d'établissements scolaires et d'associations des personnes en situation de handicap à la mairie de Liboré, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. L'activité a été portée sur la protection inclusive des personnes handicapées dans les écoles. Le point avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Responsables d'établissements scolaires, membres d'associations de personnes handicapées ainsi que des leaders communautaires de la commune de Liboré se voient ainsi conviés à se pencher sur la problématique de la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap dans les écoles et d'autres difficultés que cette couche vulnérable rencontre afin d'y remédier. Des échanges qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Accès inclusif à l'assainissement et protection des communautés vulnérables dans la région de Tillabéri, visant de nobles objectifs dont, entre autres, donner des notions de protection à tous les participants pour qu'on puisse vraiment voir comment parer aux violences que vivent nos personnes handicapées dans la société. Bien évidemment, beaucoup de nos proverbes en langue font en sorte que les personnes handicapées soient vraiment un peu mises à l'écart. Donc, à partir de cette session, nous voudrons assez que certains comportements de violence cessent au niveau de nos sociétés et au niveau des écoles. On a vu à cette période où dans nos écoles, des enfants attendent même à la vie de leurs collègues et même de leurs enseignants. Donc, la formation qui nous réunit ici est financée par la coopération italienne dans le cadre du projet AIX, qui est exécuté par un consortium de 3 ONG, notamment Intersos, CSP et CBM que nous représentons aujourd'hui. Une séance de sensibilisation qui n'ont pas manqué de saluer les responsables tant académiques que municipaux, ayant d'ailleurs exhorté les participants à avoir des oreilles attentives afin de tirer le maximum d'enseignements. À travers ces activités, vraiment, on a pris bonne note. Au moins, c'est dans les activités des mairies. Avant, on ne les prenait pas en compte dans les PDC et les PIA. Mais à partir de leur installation ou bien de leur intervention dans nos communes, vraiment, ça nous va droit au cœur. Le thème d'aujourd'hui est très important, surtout au niveau des enseignants qui sont toujours avec les élèves. Comme à l'accoutumée, CBM est vraiment dans un mouvement pour accompagner l'inclusion qui est très important, donc pour nous, en tout cas pour nos écoles. Et en tout cas, jusqu'ici, on a beaucoup vu de changements par rapport à cette inclusion-là au niveau de nos écoles. Donc, c'est un appel que je lance à tout le monde, en tout cas de saisir la balle au bon pour accompagner ce mouvement-là. À noter que cette séance de formation et sensibilisation sur la protection inclusive des personnes handicapées va se poursuivre dans les prochains jours avec les responsables des centres de santé.
Comme annoncé, je vous propose donc de suivre l'intégralité de la sortie médiatique du conseil d'avocats de Abdoulaye Seydou, le coordonnateur national du mouvement M62, incarcéré, vous le savez, depuis le 23 janvier dernier au camp pénal de Kolo pour une supposée complicité d'incendie en lien avec les événements de Tamou. C'est donc une procédure criminelle pour laquelle la justice a décidé donc d'ouvrir une enquête, une procédure inédite, arbitraire et inquiétante pour la justice nigérienne, selon donc les avocats de Abdoulaye Seydou, que je vous propose de suivre dans l'intégralité de leur sortie médiatique de ce matin. Très bonne réception et bonne suite de nos propos. Le 23 janvier 2023, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, a animé un point de presse par rapport à cette affaire. Il est de notre devoir, en tant que conseil, d'intervenir ou de réagir pour édifier l'opinion nationale et internationale sur l'évolution du dossier dit Abdoulaye Seydou contre le ministère public. Comme vous le savez, au départ, notre client Abdoulaye Seydou était poursuivi pour production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine, pour avoir publié ou rendu public un communiqué au nom de son organisation, le mouvement M62, sur les événements de Tamou. C'est par rapport à ce communiqué qu'il a été poursuivi au départ pour l'infraction que je venais de citer. À l'audience du 13 janvier 2023, Abdoulaye Seydou, conformément à la loi, il a demandé au tribunal de lui permettre de produire des témoins qui ont été en réalité sur le terrain en tant que résidents de Tamou, qui sont témoins des événements pour édifier le tribunal. À cette demande, le procureur de la République s'est farouchement opposé. C'était même à cette occasion que le procureur de la République a déclaré en pleine audience qu'il regrette d'avoir laissé Abdoulaye Seydou en liberté, en pleine audience. Mais le tribunal a tout de même entendu ou accepté cette demande pour permettre à notre client de produire ses témoins. Ce qui a fait que l'affaire a été renvoyée à une audience, à l'audience du 23 janvier 2023. Cette date advenue, notamment 23 janvier 2023, les témoins ont comparu pour déposer, pour qu'ils soient entendus par le tribunal. À notre grande surprise, le procureur de la République, ayant constaté la présence des témoins dans la salle qui doivent déposer ou être entendus en audience publique, il a préféré complètement abandonner sa poursuite. Nous nous sommes demandé, normalement, le procureur de la République doit contribuer à la manifestation de la vérité. Il ne doit pas fuir le débat sur les événements, sur les infractions. C'est en ce moment qu'il a demandé au tribunal de le renvoyer à mieux se pourvoir. Le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Mais malheureusement, la loi en la matière étant précise pour renvoyer un tribunal à mieux se pourvoir, il faut d'abord que ça soit sur les faits pour lesquels le tribunal est saisi. Notamment la production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public. Mais là, le procureur de la République a évoqué des faits nouveaux. À notre connaissance, aucune loi au Niger ne permet de soulever des faits nouveaux devant un tribunal qui est saisi des faits. C'est devant un juge d'instruction qu'on peut toutefois, en cours d'instruction, révéler des faits nouveaux et instruire là-dessus. Pas devant un tribunal qui saisit des faits.
Le tribunal qui est saisi des faits, il doit soit se déclarer compétent ou se déclarer incompétent par rapport aux faits pour lesquels il est saisi. S'il constate que les faits pour lesquels il est saisi sont de nature à recevoir la qualification de crime, c'est en ce moment seulement qu'il peut renvoyer et par décision écrite. Dans le cas d'espèce, ce qui est encore plus grave, il n'y a aucune décision prise dans ce sens pour permettre au moins à notre client d'exercer des voies de recours conformément à la loi. C'est juste par simple mesure administrative que le ministère public, le tribunal plutôt, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Ce qui du coup prive notre client de son droit d'exercer des voies de recours, ce qui viole le droit à un procès équitable, ce qui viole le droit de la défense, ce qui viole le principe du contradictoire. Tous ces principes et droits énumérés par des conventions internationales ratifiées par le Niger. C'est dans ces conditions que notre client où le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Je dois peut-être rappeler que le Niger a promulgué une loi fixant les droits et devoirs des acteurs de la société civile. Cette loi, à son article 6, précise que les acteurs de la société civile ne doivent ni être arrêtés, détenus ou même recherchés par rapport aux opinions qu'ils ont eu à prononcer. Vous allez constater que dans cette affaire, tout est parti d'un communiqué rendu public par le M62 pour que le coordinateur Abdoulaye Seydou soit inquiété. Nous nous demandons l'objectif de cette procédure ou de cette détention arbitraire contre notre client en violant ces règles, les règles procédurales, si ce n'est peut-être que de restreindre certaines libertés consacrées par la Constitution, notamment la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, le droit de manifester, ou même, plus grave, d'empêcher à ce que des témoins puissent déposer devant un tribunal pour édifier l'opinion nationale et internationale sur les événements de Tamou. L'heure est grave. La situation de notre justice doit inquiéter chacun et chacune de nos concitoyens. Hier, c'était à d'autres acteurs que ça arrivait. Aujourd'hui, c'est à un autre. Personne n'est sûr que même vous, les médias, aujourd'hui, à la suite de ces points de presse, ou même nous, les avocats, que nous ne perdons pas notre liberté. Mais puisque les Nigériens, par nature, nous attendons toujours à ce que nous soyons directement victimes pour souhaiter que tout change. C'est lorsque nous sommes directement victimes, lorsque ça arrive aux autres, chacun arrive à ce que l'injustice vienne devant sa porte pour que Dieu change tout le système judiciaire. Parce que lui, il est le lit de Dieu. Non, Dieu est juste. C'est au moment où ça arrive aux autres. L'injustice, la justice par nature, c'est une valeur. Et vous convenez avec moi aujourd'hui, l'allure que prennent les choses, la justice ne rassure plus. Mon excellent confrère a mis l'accent sur la suite de la procédure. Vous savez, nous avons affaire à un cas inédit de l'histoire. Il n'est même pas nécessaire qu'on soit un juriste ou un acteur judiciaire pour savoir qu'en réalité, nous ne sommes pas en face d'un dossier judiciaire. Voilà quelqu'un qui comparait librement pendant 3 mois devant un tribunal correctionnel par citation directe, et le tribunal est saisi d'effets précis, production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. Pendant 3 mois d'audience, avec des renvois, des audiences régulièrement, on quitte chez soi les matins, par citation directe, on vient librement au tribunal pour répondre à la justice de la République, et on finit finalement par un crime, non pas devant le même tribunal, mais devant un juge d'instruction. Est-ce qu'on a besoin d'être avocat pour savoir qu'il s'agit là d'un scénario qui doit
interpeller chacun de nous. Et le fond dans cette affaire, c'est la violation de l'article 455 du Code de procédure pénale par le tribunal d'abord. Parce que, comme l'a dit mon confrère, et je le précise, interprétation c'est satin claris. Nul n'a le droit d'interpréter un texte clair. Le Code pénal est d'interprétation stricte. Nous avons les dispositions de l'article 455 du Code de procédure pénale qui dit, je lis pour l'opinion et pour l'histoire. S'il est fait déférer au tribunal correctionnel sous la qualification de délit et de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. Qu'on nous dise en dehors de cette disposition s'il y a une autre disposition applicable. Et qu'on nous dise si c'est la base de cette disposition, le tribunal pouvait agir comme il l'a fait dans le cas du Sir Abdoulaye Seydou. Est-ce qu'on a besoin d'être juriste pour savoir voilà ce que dit la loi. Cela veut dire qu'il faut que d'abord, de la qualification correctionnelle retenue, des faits objet de la citation directe, que naissent des éléments de nature à faire croire que peut avoir une condamnation à une peine criminelle. Mais pour le savoir, mesdames, messieurs, il faut qu'on retienne le dossier. Il faut un débat au fond. C'est à l'issue d'un débat au fond qu'on peut savoir que cette affaire va nous entraîner à une peine criminelle. Donc le tribunal se déclare incompétent, renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. À l'espèce, il a fallu juste que les avocats soulèvent l'exception, l'avocat qui a représenté le conseil à l'audience soulève l'exception d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 31 du Code de procédure de la loi 2019 sur la cybercriminalité, pour que les parquets, tout de suite, ici et maintenant, demandent au tribunal de les renvoyer à mieux se pourvoir. Et le tribunal fait droit, sans aucun débat, à sa demande, comme si on confond le rôle de l'audience qui est administratif. Le parquet peut retirer du rôle un dossier. Il peut arriver pour telle ou telle raison. Le rôle, c'est l'agenda, les calendriers qu'on fait au tribunal. Ça, c'est administratif. Mais une instance, une procédure, un acte de procédure, comme si les parquets se donnaient une obligation de résultat sur la condamnation. Donc, à chaque fois qu'on vous poursuit, si on constate que l'évolution de l'événement, vos avocats ont produit tous les éléments pour contrecarrer, quand on constate qu'on ne peut pas, on change de tactique et le tribunal fait droit. Mais quelle garantie juridictionnelle avons-nous dans ces conditions? Quelle garantie juridictionnelle? Vous attendez que ça arrive à votre parent pour que chacun sente que c'est de l'injustice? Mesdames et messieurs, au chapitre de ces violations, vous avez constaté que nous, sur le champ de l'action, nous n'avons pas voulu intervenir. Mais nous avons laissé croire, nous avons dit à nos clients de dire aux médias que nous allons intervenir le même jour. En réalité, nous avons poussé les parquets à justifier son acte. Chose faite, bravo à la défense, parce que nous avons compris qu'en réalité, nous avons habitué l'opinion à chaque fois sur le champ de réagir. Donc les parquets pensaient qu'effectivement, le jour-là, on allait réagir. Donc sur le champ de l'action, le parquet a justifié son opinion. Donc aujourd'hui, puisque c'est le parquet qui l'a justifié, une procédure que vous estimez que vous avez envoyée devant un juge d'instruction, normalement, vous laissez le juge d'instruction apprécier. Mais le parquet justifie. Depuis quand le parquet justifie sa poursuite? Combien de poursuites il y a par jour, par semaine? Combien de personnes partent en détention? Est-ce que le parquet est sorti sur les médias vous dit que voilà pourquoi j'ai fait ça? Donc le caractère exceptionnel même de la réaction est hautement significatif. Mais nous ne rentrons pas dans ces détails. Nous avons décidé de vous montrer techniquement que ce qui s'est passé ne doit rassurer personne. La seule différence avec les pratiques que nous voyons ailleurs, c'est juste parce que sur le lieu du tribunal. Mais le fait que ça se passe aussi sur le lieu du tribunal est hautement grave. C'est une circonstance aggravante. Parce que si aujourd'hui on peut vous convoquer pour juste un accident de circulation, vous comparaissez libre à l'audience, et que finalement on vous dit non, on vous a vu sur les réseaux sociaux en train de dénoncer le terrorisme dans la zone nord Tillabéri, donc c'est vous-même qui êtes parti. C'est vous-même qui massacrez les gens là-bas, puisque vous avez dénoncé, donc qui a intérêt à tuer pour dénoncer, c'est vous. En réalité, pour parler terre à terre, pour que nos justiciables comprennent, voilà ce qui s'est passé. Abdoulaye a décrit une scène à Tamou, donc puisqu'il passait son temps à faire des déclarations, à en parler, donc on en déduit qui a intérêt à ce que ça se passe et on le fait. Est-ce que ça c'est de la justice? Ça rassure qui? Et là vous trouvez des Nigériens qui sont capables de vous dire que ce n'est pas que c'est normal? Vous trouvez des Nigériens qui trouvent que la justice...
Mesdames et messieurs, c'est pour cela que nous avons décidé. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que notre justice, que nous soyons tous insultés, les acteurs judiciaires, du fait des comportements de certaines personnes. Nous devrons assumer notre choix de métier. Nous allons assumer notre responsabilité avec tous les risques que cela croit. Et c'est aussi ça l'avocat. C'est pour cela que nous avons décidé de tenir ce point de presse pour cette conférence pour vous faire croire que, plaise à Dieu, le cas d'Abdoulaye Seydou, c'est là le dernier cas de détention arbitraire dans notre pays. Parce que nous avons diagnostiqué le problème, nous avons compris les auteurs, nous avons la solution. Ce qui empêchera qu'il soit le dernier cas de détention, c'est lorsque nous-mêmes, peut-être, nous ne pouvons plus agir et que ça ne vous surprenne pas. Parce que c'est tout ce qui reste dans ces pays que nous-mêmes, on nous prend, on nous met dans une cellule. C'est tout ce qui reste pour remplir les tableaux sombres des violations des droits de l'homme. Et parlant des circonstances les plus graves, vous voyez que le président de la République, premier magistrat du pays, est sorti tenir un discours qui quand même a rassuré l'opinion en disant que j'ai instruit, bien que le terme choisi a fait l'objet d'autres interprétations et qu'il ne devait pas être utilisé. Mais la substance, le fait de demander à la justice de faire des diligences, c'est des dossiers de corruption, de détournement des deniers publics. Nous, on ne savait pas qu'entre-temps, la diligence que nous allons constater, c'est sur notre client. Au moment où nous, on appréciait cette pour dire que voilà, ça va bouger, bravo aux autorités, en ce moment, on trouve que voilà les cas, la diligence, nous, on n'avait pas compris que la seule diligence que nous attendait le 23, c'était de voir M. Abdoulaye Seydou détenu pour crime d'incendie. Rassurez-vous, un acteur de la société civile, on va dire c'est lui qui est parti à Tamou même. Nous ne savons pas. Donc, à qui profite toute cette situation? Est-ce que ça rend service même aux autorités? Même en termes de communication, même en termes de bilan? Je pense que quand même, la justice, nous, à un moment donné, on a l'espoir dans ce pays. On a senti qu'il y a de plus en plus, quand même, ça bouge, il y a une certaine volonté, on les pensait. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec ce que nous avons constaté, nous sommes obligés, en tant que rempart, en tant qu'avocats, vraiment de nous lever, parce que nous avons atteint le summum des cas les plus graves qu'on peut attendre dans une institution judiciaire. Je vous dis, on s'attendait, vous savez, ce n'est pas pour la première fois, M. Moussa Tchangari, acteur de la société civile en 2016 déjà, il rendait visite à la cellule antiterroriste. Finalement, quelle a été la suite? Il a été poursuivi et inculpé pour terrorisme. M. Nouharzka, Ali Idrissa, tous ces acteurs de la société civile, du haut de leur combat républicain, n'ont pas échappé à cela. Rassurez-vous, rappelez-vous, en 2018-2019, tous, juste pour des manifestations publiques, on les mettait incendie volontaire. Et vous savez pourquoi, techniquement? C'est parce que lorsqu'on met incendie volontaire, ça devient criminel. Et lorsque c'est criminel, le juge d'instruction est obligé de vous détenir. Ça, c'est pas original. Nous, on s'attendait à une originalité. Ça, c'est pas original. Ça ne fait peur à personne. Nous, si ce n'est pas par devoir de redevabilité vis-à-vis de justiciables, on n'allait même pas intervenir. Puisqu'il n'y a aucun Nigérien qui ne sait pas que cela, ce n'est pas du droit. Mais nous n'allons pas combattre l'arbitraire par la violation de la loi. Nous allons nous soumettre à la loi. Nous allons faire ce combat en respectant toutes les règles de procédure. Et je vous informe que nous considérons qu'il y a eu déni de justice. Déni de justice parce que Abdoulaye est devant un tribunal correctionnel, devant lequel pendant 3 mois, il s'est muni des éléments de preuve tangibles, palpables et crédibles pour sa défense. Et en violation de toutes les règles, il n'a pas eu droit à une décision. Parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de décision. Le tribunal n'a pas statué. Parce qu'il faut rendre une décision pour permettre à Abdoulaye d'exercer une voie de recours. Il n'y a pas eu de décision. Nous n'avons pas, en tout cas, nous, à l'État, nous n'avons pas la décision. Mais, rassurez-vous, nous ne parlerons ni de l'instruction, nous considérons que nous ne sommes pas à l'instruction. Nous sommes partis devant un juge d'instruction par respect à la justice, mais ça ne veut pas dire que nous avons cautionné ce qui s'est passé. C'est pour éviter qu'on dise que les avocats ont bloqué la procédure. Nous avons collaboré, nous avons accompagné notre client, mais, rassurez-vous, nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas devant un juge d'instruction. Mieux, je vous informe, et c'est l'information du jour, puisque cette affaire que nous observons de loin, imaginez, avant c'était un seul conseil. 2, aujourd'hui nous sommes un collectif, nous sommes en train de mettre en place un collectif, les remparts contre l'arbitraire dans ces pays. Et cette affaire, puisque les témoins sont là, puisqu'il y a un rapport de la CNDH,
puisque il y a des preuves, des éléments de part et d'autre, nous avons décidé de porter la voix de toutes ces personnes. Tous ces témoins qui n'ont pas été entendus, toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance, dont on a écourté la procédure, seront entendues. Et nous porterons leur voix devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est l'information du jour. Nous avons voulu traiter cette affaire entre nous, Nigériens. Parce que c'est des affaires, quoi qu'on dise, quand même sensibles. Mais aujourd'hui, qu'on vient vous dire qu'on est parti, un acteur de la société civile est parti incendier. On dit que c'est des terroristes, mais on vous dit qu'il est parti incendier des hangars de civils, servant d'habitation. D'habitation à qui? Aux terroristes. Quand même, un minimum. L'image de la justice a pris un coup avec cette affaire. C'est pour cela que nous avons décidé de partager avec vous cette information. Nous sommes sereins. Nous avons décidé de porter cette affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons décidé, jusqu'à un temps précis, de ne pas comparaître devant le doyen de juge d'instruction et de nous consacrer, nous, à la procédure telle que nous l'avons conçue, telle que le droit l'a prévu, et nous sommes dans les délais pour cela. Nous avons estimé que dans la République, c'est seulement la justice qui doit être. C'est un pouvoir judiciaire et c'est à ces acteurs d'œuvrer pour que la justice rassure. Mais nous ne sommes pas des Nigériens qui pensent que tout est perdu. Parce que nous sommes convaincus d'une chose. La justice, c'est une recommandation de Dieu et c'est Dieu qui la protégera. Je veux que chacun de vous pense à ce que nous avons dit. Je veux que vous réfléchissiez sur le fait qu'on vous dise que ces cas d'Abdoulaye Seydou sera les derniers cas de détention arbitraire dans ce pays. Je veux que vous réfléchissiez et vous développez cela, vous comprendrez que nous allons prendre des dispositions, advienne que pourra, pour que force reste à la loi dans ces pays.